Encore une catastrophe aérienne, aujourd'hui plus de 60 morts à Malaga en Espagne. Les petits patrons des PMI en révolte, ils ont manifesté aujourd'hui à Paris. Après Poissy, Citroën à nouveau en grève, mais la CGT a appelé à la reprise du travail à Aulnay. Série de raids aériens dans la plaine de la Bekaa, de la part de l'aviation israélienne, départ du dernier contingent français de Beyrouth. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sans avoir un goût particulier pour le catastrophisme, nous sommes à nouveau obligés d'ouvrir ce journal sur une tragédie collective. 2 jours après l'accident d'hélicoptère de Manahem qui a fait 46 morts et sur lequel nous reviendrons, c'est l'Espagne qui a été en fin de matinée endeuillée par une catastrophe aérienne. L'avion qui reliait Malaga à New York s'est en effet écrasé peu après son décollage et les victimes semblent très nombreuses. Sylvie Marion. Madrid. 380 passagers, dont une majorité de touristes américains, montent à bord d'un DC-10 de la compagnie charter Spantax. Il est 10 h du matin, il fait beau, c'est la fin des vacances, destination New York. L'appareil fait une escale à Malaga. 13 h 10, le drame survient alors que le DC-10 est en train de décoller. C'est comme s'il avait été trop lourd, comme s'il n'avait pas eu la force de s'envoler, dira plus tard un passager. On ne comprend pas ce qui se passe à bord, mais le DC-10 quitte la piste. Il heurte alors le mur de protection en bout de piste. Il percute un camion en stationnement sur le bord de la route Malaga-Cadix. Un impressionnant embouteillage se forme. Les voitures sont accrochées par l'appareil qui se disloque alors en plusieurs tronçons et prend feu. Dans la partie arrière de l'avion, plusieurs personnes sont bloquées. Malgré tout ce qui est immédiatement mis en œuvre pour sauver les survivants, les pompiers prennent 3 heures pour maîtriser l'incendie. De grands brûlés sont évacués vers les hôpitaux de la région et jusqu'à Madrid et Valence par les hélicoptères de l'armée espagnole mis à la disposition des sauveteurs. Le bilan est très lourd. Autre bilan, celui de la catastrophe ferroviaire de Zurich hier. Parmi les 41 passagers du car ouest allemand déchiqueté par un train sur un passage à niveau, eh bien on n'a relevé que 2 survivants. Enfin, ce sont finalement 46 victimes que l'on a dénombrées à Manahem, parmi elles 23 parachutistes français. Leurs familles se sont rendues sur place tout à l'heure en provenance de Toulon. Certaines d'entre elles commencent maintenant à accuser. Le pilote de l'hélicoptère était inquiet au départ, disent-elles. L'engin était resté très longtemps au parking avant de décoller. De fait, on vient d'apprendre que tous les hélicoptères de ce type, c'est-à-dire les CH-47, ont été interdits de vol pour 3 jours. C'est ce qu'a fait savoir le haut commandement américain en Europe, qui parle de mesures de précaution et qui ne préjuge pas des suites de l'enquête. Une enquête sur laquelle Dominique Thiers, dès qu'elle peut nous adresser ces images de Manahem, reviendra dans le courant de ce journal. En vedette ce soir, dans l'actualité économique et sociale, et peut-être même, pourrions-nous dire, politique, un syndicat qui jusqu'alors avait fait peu parler de lui, le syndicat national des petites et moyennes industries. Il n'est pas né d'hier, il a déjà près d'un demi-siècle d'existence, mais depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir, il semble vouloir donner plus fort de la voix. Plusieurs milliers de ses adhérents manifestent donc en ce moment dans les rues de Paris, une retraite au flambeau assez particulière qui suit un meeting auquel assistait Laurence Graffin. Aux accents de Wagner, ils étaient ici 15 000 environ, car un second chapiteau voisin était aussi rempli. Des petits patrons, commerçants, artisans, venus de toutes les régions, venus, comme certains nous l'ont dit, pour rouspéter. Verdi prenant le relais, une mise en scène grandiloquente. Mais aussi des attaques contre le gouvernement, la CGT, le reste du patronat et puis des menaces. Nous n'appliquerons aucun accord qui n'aurait obtenu notre approbation, donc notre signature. Quelles que soient les manœuvres du Conseil nationalisé du patronat français, complice servile, quelles que soient les manœuvres du Conseil nationalisé du patronat français, complice servile de tous les pouvoirs. Et même l'idée lancée et applaudie d'une grève des entreprises.
C'est une manifestation qui se veut dans l'ordre et silencieuse, et nous sommes convaincus que nous serons en mesure de rassembler nos ressortissants dans une action plus dure qui pourra être celle de toutes les fermetures des entreprises commerciales, industrielles ou artisanales de France. Les répercussions de cette manifestation ambiguës. Elle exprime la grogne de petits patrons qui ne se retrouvent pas chez les représentants officiels du patronat. Elle risque en tout cas de gêner ces derniers qui craignent que les outrances de ceux qu'ils considèrent comme marginaux ne retournent contre eux l'opinion. Un syndicat qui revendique plusieurs dizaines de milliers d'adhérents, 45 000, dit son actuel président Gérard Deuil. Patron de choc, diront certains, PDG d'une usine d'emballage de carton près d'Angoulême, une usine dont les salariés n'ont pas l'air malheureux. C'est un reportage de Martine Gilson et de Pierre Lepetit. Ça va, Lucie? J'ai l'amour de ma vie. J'ai ma petite Paulette. Bonjour, Madame Martenin. Alors, le petit, ça pousse? 8 heures à Cartolabord. Gérard Deuil, le PDG, leader des PMI, 62 ans célibataire, fait la tournée de ses gens, comme il dit. 200 salariés qu'il tutoie, tous dévoués, c'est son expression. À tel point que cette affiche, ce sont eux qui l'ont confectionnée en dehors du temps de travail. Cette manifestation est placée sous le signe du Mahatma Gandhi et de sa philosophie de la politique de la non-violence. Nous pensons qu'elle est plus correcte par rapport au genre que nous défendons de gens responsables. C'est quoi pour vous un patron? Un patron doit rester le maître dans son entreprise, car après tout, c'est lui, et surtout dans le cadre des petites et moyennes entreprises ou industries, il a lui-même mis tous ses biens dans l'affaire qu'il dirige, il est responsable dans ses biens, dans ceux qu'il a acquis, et également, bien souvent, il sacrifie sa vie de famille au service de son entreprise. Sans vous, dit-il à ses salariés, je ne suis pas grand-chose. Sans moi, vous n'êtes presque rien. Je vois Pétain, là, c'est une idole ou... Mademoiselle, j'aurais préféré que vous me disiez, je vois le maréchal Pétain, mais enfin, peu importe, je ne vais pas vous faire un procès d'intention. C'est simplement un souvenir, un respect de ce souvenir à une époque où 99% des Français étaient tout de même pétainistes, qu'on ne le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il faut bien tout de même se dire que le maréchal Pétain a été le premier à parler de l'association Capital Travail, et j'avoue que cela m'a marqué. L'association Capital Travail n'aime pas les syndicats. En 78, Gérard Deuil menace de licencier le seul délégué CGT. Qu'est-ce qui vous gênait chez lui? Un espèce de radicalisme plus politique que syndicaliste, ce qui n'est pas de mise. Je dis et je répète que la politique ne doit pas interférer dans l'économie et surtout dans la gestion des entreprises. Monsieur Deuil est un patron très réactionnaire, très anti-CGT, qui est aussi une forte autorité. Il veut des travailleurs dociles pour une grande productivité. Par exemple, Monsieur Deuil interdit au personnel de se déplacer sans autorisation dans l'usine. Il demande au personnel de ne pas aller aux toilettes sans autorisation, par exemple. Quand on lui parle du CNPF, il répond « Le CNPF défend les gros, pas les petits. Nous sommes les petits. » Un petit qui reconnaît les vertus du dialogue à certaines conditions. Je trouve qu'on donne beaucoup trop d'importance, même dans les consultations, à une partie du monde du travail, mais qui n'en est qu'une partie, la classe ouvrière. La gauche est au pouvoir. Je ne dis pas que nous l'avons désiré, mais elle y est. En conséquence, il faut essayer de faire avec, et si possible, de lui apporter l'expérience qui est la nôtre, les conseils que nous pouvons donner en tant qu'hommes du terrain pour lui permettre de mieux coller à la réalité. Alors ne pas confondre PMI et PME, les PME dirigées par René Bernasconi, actuellement en séminaire de rentrée à Bordeaux et qui semble ne pas goûter très fort la concurrence des troupes de Gérard Deuil. Je ne peux pas dire que nous nous reconnaissons et que je me reconnais. Chacun a ses méthodes et j'avoue franchement que j'ai l'habitude de dialoguer avant de menacer. Bien, ce qui est assez curieux, c'est qu'à l'origine, j'étais pris pour le contestataire et je crois qu'on a agréé cette organisation pour essayer de montrer qu'il y avait des gens qui pensaient autrement que nous. Et maintenant, le gouvernement doit s'apercevoir que ceux qu'ils ont agréés ne sont pas ceux qui dialoguent. Donc, du vilain mouton, vous devenez le gentil mouton. Ni gentil mouton, ni vilain mouton. Nous pensons que le rôle
qui est le nôtre est de savoir positionner l'économie de notre pays au travers de nos entreprises. Alors, nous essayons de le faire le mieux possible, et ce n'est pas en inventant, en innovant, c'est simplement en dialoguant avec tous les responsables de l'ensemble du territoire. Voilà pour cette manifestation des PMI aujourd'hui à Paris. Le port de commerce de Brest bloqué ce matin par une manifestation de la CGT cette fois qui proteste contre les licenciements en cours dans la réparation navale. La CGT qui par ailleurs a appelé à la reprise du travail cet après-midi à 16 h à l'usine Citroën d'Aulnay. Le conflit était né ce matin à la suite d'altercations entre salariés et agents de maîtrise vendredi et les chaînes de production avaient été complètement paralysées. Roselyne Koskas. 7 h du matin ce lundi. C'est l'heure habituelle de l'arrivée des Citroën à Aulnay. Mais aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Vendredi soir, la production avait été arrêtée, des coups échangés et un contremaître blessé. Ce matin, la CGT tient une réunion d'information pour déterminer la position du personnel. Il est 8 h 15 et à l'heure où je vous parle, toute l'usine est actuellement paralysée. Tous les ateliers sont arrêtés. La CGT s'oppose au licenciement d'Ibrahim Idouskine, l'ouvrier qui, selon la direction, a blessé le contremaître. Elle demande 400 francs. Des négociations commencent. Travailleurs de Citroën, Rouani, bonjour. 14 h, nouvelle réunion d'information. Tous les délégués CGT sont là. Dans son principe, la direction maintient le licenciement d'Idouskine et s'engage à suivre les procédures légales. Mais la prime de 400 francs ne sera pas versée. La direction accepte d'accorder une avance de 300 francs aux travailleurs qui en feront la demande, mais elle devra rembourser sur les salaires de septembre et de novembre. Malgré cela, la CGT appelle à la reprise du travail. À 16 h, les ouvriers regagnent leur poste, mais Idouskine est également rentré dans l'usine. Cette fois, les contremaîtres et la maîtrise se fâchent et arrêtent les chaînes. Mais à 20 h, le travail avait repris. Voilà, dans Antenne de midi, Henri Krasuki pour la CGT avait déclaré ne pas vouloir envenimer les choses. Des incidents à la Courneuve, à la fête de l'Humanité, on ne l'a appris qu'aujourd'hui. Le parquet de Bobigny a ouvert 6 informations judiciaires à la suite d'une série d'incidents. Une douzaine de blessés au terme d'affrontements entre des jeunes gens et les membres du service d'ordre communiste. Des incidents dus à quelques individus absolument étrangers à l'organisation de la fête, a fait savoir la direction de l'Humanité, qui ajoute, cela dit, des centaines de milliers de femmes et d'hommes ont vécu en sérénité dans cette immense ville provisoire de 2 jours. Les suites de la fusillade de la rue Rossini à Paris, 4 inculpations de gardiens de la paix, et bien une réaction très sévère du secrétaire général de la Fédération autonome des syndicats de police. Une partie de la haute hiérarchie policière organise le sabotage, dit Bernard Delplace, qui s'en prend au RPR, accusé selon lui de faire de l'entrisme dans la police. Gaston Defferre, ajoute-t-il, a cédé au chantage de ceux qui refusent une police nouvelle. Par ailleurs, tous les syndicats de police sont unanimes pour condamner un attentat à l'explosif hier soir contre un commissariat parisien. Avant de passer à l'étranger, ce nouveau record du dollar, 7 francs 13. Et puis cette réaction du socialiste Paul Quilles au propos de Raymond Barre hier. Ce qu'il nous propose, c'est 300 000 chômeurs en plus. Monsieur Barre, ajoute-t-il, est frappé d'amnésie. Il oublie totalement son bilan. Voilà, comme promis, nous allons maintenant revenir avec Dominique Thiers sur l'accident d'hélicoptère de Mannheim qui a fait, je vous le rappelle, 46 victimes, parmi lesquelles 23 parachutistes français. 10 h ce matin à l'aéroport de Toulon, les familles des 26 victimes de l'accident d'hélicoptère survenu samedi à Mannheim embarquent dans un charter. Tous sont unis par la même douleur, la perte d'un ami, d'un frère, d'une fille. Tous s'encouragent et chuchotent des mots de réconfort. Je n'ai plus un seul copain, me confie un jeune membre du paraclub de Toulon. Le pilote chevronné du centre école de parachutisme de la Côte d'Azur tente une fois de plus d'expliquer l'accident. L'hélicoptère avait 2 rotors et c'est une pale du rotor arrière qui se serait détachée. À partir de ce moment-là, si vous voulez, l'hélicoptère n'est pas récupérable. C'est exactement en aviation comme si une aile, si vous voulez, d'un avion se décrochait. Donc, malheureusement, la catastrophe est inévitable dans ces cas-là. Terrible épreuve pour les familles, les lieux de la catastrophe, l'autoroute Mannheim-Heidelberg, toujours fermée à la circulation. Elle est située à quelques centaines de mètres de terrain où l'appareil militaire, le Chinook CH-47, avait décollé. Et les parents des victimes, en regardant ces débris, ont tout de suite compris que l'enquête serait très longue et l'identification des corps extrêmement difficile. À midi, les autorités allemandes avaient identifié avec certitude 4 corps sur 46. Parmi ces 4 corps, un Français dont on tait encore le nom.
Enquête longue car la répartition des compétences entre les autorités allemandes et les militaires américains est confuse. Les autorités américaines, elles, d'abord font leur enquête. Bon, il ne semble pas, d'après les déclarations qu'ils ont faites, que la police allemande ait tous les éléments. On leur donnera quand ils auront fini la leur d'enquête. Donc il y a deux enquêtes qui vont, je dirais, l'une après l'autre. Et les Américains travaillent dans le plus grand secret. Le procureur allemand chargé de l'enquête, M. Glitter, que l'on voit ici avec une cravate noire, était visiblement gêné cet après-midi lors de la conférence de presse qu'il donnait à la mairie de Mannheim. Impossible de répondre pour l'instant avec certitude à toutes les questions que se posent les familles. Pourquoi les parachutistes n'ont-ils pas sauté avant la catastrophe? La porte était-elle verrouillée? À quelle altitude volait exactement l'appareil? Réponse évasive, et l'on sent que la justice allemande attend les indications américaines. Mannheim est en deuil, et pour les familles françaises, ce soir, une seule certitude, les corps ne rentreront pas à Toulon, mercredi. Je rappelle que le haut commandement américain en Europe vient de faire savoir qu'il avait interdit ces hélicoptères CH-47 de vol pendant 72 heures, pendant 3 jours. Donc. Le dossier Proche-Orient maintenant, avec une première escale à Rome, petite tempête en effet depuis l'annonce de la rencontre de Jean-Paul II et de Yasser Arafat. Menachem Begin a pris très mal la chose, on vous l'a dit, en accusant le Vatican d'avoir été bien silencieux pendant l'Holocauste des Juifs au cours de la dernière guerre mondiale. Jean-Paul II non plus n'a pas mâché ses mots en lui répondant « On ne peut laisser passer sous silence un tel outrage à la vérité », dit le pape. Le pape et les catholiques ont sauvé des milliers et des milliers de juifs avant et pendant la guerre. Jean-Paul II qui maintient donc le principe de sa rencontre avec le chef de l'OLP, mais selon des modalités très vaticanes, Victor Vraiment. Yasser Arafat assistera à l'audience générale du pape Jean-Paul II mercredi après-midi. Et puis, après l'audience générale dans la grande salle Nervi, Yasser Arafat et Jean-Paul II se rencontreront et échangeront quelques mots dans une pièce qui se trouve juste à côté de la salle Nervi. De cette façon, on ne pourra pas dire que Jean-Paul II a reçu Arafat officiellement. Il ne s'agira pas d'une visite privée qui se déroule toujours dans les appartements, dans la bibliothèque privée du pape. On a donc pris des précautions pour éviter ce qui pourrait être interprété comme une reconnaissance de l'OLP de la part du Vatican, mais il y aura certainement un entretien en tête-à-tête entre Yasser Arafat et Jean-Paul II, et qui devrait avoir lieu mercredi vers 19h. Voilà, quant à une éventuelle entrevue entre Yasser Arafat et François Mitterrand, celle-ci aura lieu lorsque le président français l'estimera utile, a fait savoir Claude Chesson ce matin sur Europe 1. Il n'y a plus de soldats français à Beyrouth maintenant, seuls demeurent au sud Liban les casques bleus de la FINUL. Il y a 1 heure, le dernier contingent français de la force multinationale, 850 soldats en tout, quittait le sol libanais, laissant les Libanais face à leur destin et face à leur querelle qui risquerait bien de reprendre. Daniel Villalion. 4 heures de bataille dans Beyrouth, des miliciens de la gauche libanaise en rupture d'adversaire face à l'armée libanaise. Pour la première fois, les deux forces s'opposent directement. Ces miliciens n'entendent pas céder leur position à l'armée qui, elle, entend s'installer au point clé de la capitale pour affirmer l'autorité de l'État. Des camions français flambent, les tirs ont éclaté par hasard ou non au moment où passait un convoi de parachutistes français s'apprêtant à rembarquer au port de Jounier. Les bérets rouges cherchent un abri. Aucun ne sera touché pendant la bataille. Par contre, les combats entre miliciens et armée libanaise ont fait au moins 1 mort et des dizaines de blessés. Des événements qui font regretter à beaucoup de Libanais un départ aussi rapide de la force d'interposition et qui rappellent également que les nostalgiques de la guerre civile qui ont transformé ce pays en Far West n'ont pas tous renoncé à conserver leur chasse réservée. Pendant ce temps, l'armée israélienne lançait une attaque contre les positions syriennes et palestiniennes à l'est du Liban, c'est-à-dire dans la plaine de la Beka. Opération terminée en début d'après-midi, les phalangistes annonçaient la mort de 30 personnes. Gérard Sebag. Ces bombardements sur les positions syriennes et palestiniennes ont duré près de 8 heures. Ils avaient pour but, selon les Israéliens, de détruire des batteries de SAM 9 qui avaient été introduites dans la Beka ces derniers jours.
C'est un avertissement sérieux, affirme-t-on à Jérusalem, pour bien montrer qu'Israël a toujours la maîtrise de l'air et surtout pour pousser l'armée syrienne à cesser sa collaboration avec les combattants palestiniens. En effet, vendredi dernier, une Jeep avait été attaquée par un commando palestinien, tuant 3 soldats israéliens. Le gouvernement israélien, après sa réunion hebdomadaire hier, a affirmé qu'il n'accepterait pas que se développe une guerre d'usure, surtout à l'approche de l'hiver. C'est apparemment en tout cas la tactique qu'entendent suivre les Syriens et surtout les Palestiniens qui étaient déjà présents dans la Beka et dans le nord du Liban et qui ont été renforcés ces derniers jours par plusieurs milliers de combattants qui se trouvaient auparavant à Beyrouth avant que la ville ne soit évacuée. C'est donc un avertissement sérieux, mais apparemment Israël ne souhaite pas un conflit plus large avec la Syrie. Le tout est de savoir maintenant quelles sont les positions et les intentions de Damas. Damas qui, pour l'instant, n'a pas véritablement répliqué sur d'autres points du front aux attaques israéliennes. L'un des auteurs présumés de l'attentat de Bologne il y a 2 ans, 85 morts et 183 blessés, à la suite d'une explosion dans la gare, vient de se rendre à la police ouest-allemande. C'est un Allemand, membre d'une organisation d'extrême droite. Je vous rappelle qu'un Français, Olivier Danet, actuellement en prison en France, est soupçonné du même crime. Lucio Gelli, l'ancien chef de la loge maçonnique italienne P2, activement recherché par la police, arrêté aujourd'hui à Genève, alors qu'il tentait de retirer de l'argent dans une banque. Levée des sanctions économiques de la Grande-Bretagne contre l'Argentine et inversement, à la suite de l'invasion des Malouines. Enfin, la visite en France du secrétaire général de l'ONU, M. Pérez de Cuellar, reçu tout à l'heure à l'Élysée par le président de la République. C'était la première rencontre entre les deux hommes. Avant de passer au sport, il faut encore savoir qu'on a retrouvé ce matin dans une agence de la Société Générale à Paris les cadavres de 2 hommes probablement victimes d'une prise d'otage tôt dans la matinée. Savoir aussi que la princesse Grace de Monaco et sa fille Stéphanie ont été blessées dans un accident de la route. Leur voiture a dévalé un ravin d'une 40aine de mètres non loin de Monaco. Elle a terminé sa chute sur le toit dans le jardin d'un horticulteur qui a aussitôt éteint le feu qui s'était déclaré. La princesse Grace souffre d'une fracture de la jambe. L'accident aurait pu être très grave. Sport donc, avec ce coup de chapeau à Jimmy Connors qui à 30 ans est redevenu hier soir le numéro 1 mondial à Flushing Meadows. Ce qui fait surtout plaisir dans sa victoire, eh bien, c'est le triomphe d'un tennis offensif que l'on croyait disparu à jamais, balayé par les inlassables renvois de Borg ou bien de ses émules. Gérard Rolls. Jimmy Connors était dans un jour de grâce. Ce n'est pas un cliché de journaliste, c'est le jugement d'Ivan Lendl, battu hier soir en 4-7 et qui sait mieux que tout autre de quoi il parle. J'ai tout tenté pour gagner, ajoute Lendl, à preuve, mais tout réussissait à Connors. Jimmy Connors hier soir, dans la nuit américaine, c'était le tennis panache, le tennis attaque, le tennis punch, le tennis spectacle. Le public de Flushing Meadows avait les yeux de Chimène pour son Jimbo, redevenu numéro 1 mondial. Connors, la rage de vaincre, malgré les dollars. Connors, champion du monde de la persévérance, malgré Borg et McEnroe, qui lui barraient la route. Lui continuait de jurer qu'il redeviendrait le meilleur. Il vient de gagner son pari en réussissant 2 mois après Wimbledon un magnifique doublé. Alors hier soir, la victoire bien sûr, devant un Lendl dépassé, tactiquement, physiquement, mentalement. La victoire, mais la manière aussi. Pour le plaisir, sans commentaire, regardez. Comment ne pas aimer un tel joueur, qui se bat de la première à la dernière balle, qu'il gagne ou qu'il perde. Et hier soir, avouez-le, qui n'a pas eu un petit frisson au moment de la balle de match? Quatrième victoire pour Connors dans les internationaux des États-Unis, 1974, 76, 78 et 1982. Mais cette année, dit Connors, c'est le plus beau et le plus grand triomphe de toute ma carrière. Et il reçoit la coupe de l'US Open 1982, un petit chèque de 630 000 francs et un gros baiser de sa femme Patty, le bonheur.
Voilà, en cyclisme, un autre Américain, Greg LeMond, deuxième au championnat du monde il y a 8 jours. Nouveau maillot jaune du Tour de l'Avenir. Il a remporté la 5e étape et devance maintenant le Français Raymond Martin. Pour terminer ce journal, nous avons rendez-vous au Palais des Sports de Lyon pour assister en direct à la première répétition de Benvenuto Cellini, cet opéra monumental d'Hector Berlioz, comme vous le savez sans doute depuis 4 ans. La ville de Lyon rend maintenant hommage à Berlioz, que les étrangers nous envient, mais qui est encore assez mal connu des Français. Nous allons donc retrouver Georges Bégou parmi les quelques 300 participants à cet opéra. Et d'abord, musique. Le cœur du deuxième acte de Benvenuto Cellini, il s'agit du carnaval romain, qui est dirigé par Serge Baudot. Et alors, cela se passe dans le Palais des Sports. Je crois que Berlioz aurait aimé ça. Écoutez, je suis convaincu que Berlioz aurait aimé ça, car lui-même a toujours choisi des lieux inouïs avec des milliers de spectateurs. Cette rencontre, je dis toujours, des artistes, des spectateurs, mais surtout avec des grandes masses. Et c'est ce qui nous a fait choisir ici le Palais des Sports pour cette fresque fabuleuse de Benvenuto Cellini. Alors Alfred Bopman, pouvez-vous me résumer l'idée? Il réalise la mise en scène. Oui, la mise en scène, ça c'est pas avec un mot. Nous sommes dans un arène, ça veut dire le Colisée de Rome. On crée ici le carnaval de Rome et on crée ici aussi la fonte de la statue qui va fondre Benvenuto Cellini. Oui, parce qu'on rappelle que Benvenuto Cellini était un très grand sculpteur florentin qui est là à ce moment-là à Rome. Bon. Alors vous avez presque gagné votre pari puisqu'on attend 40 000 spectateurs cette année à partir du 18, c'est-à-dire à partir de samedi prochain au festival qui va se dérouler non seulement au Palais des Sports mais aussi dans d'autres endroits à Lyon. Alors qu'est-ce qui vous a toujours poussé à vouloir révéler ce Berlioz aux Français? On ne le connaissait vraiment pas? Qui peut me dire vraiment bien connaître Benvenuto Cellini, par exemple? Un certain nombre d'initiés, quelques villes ont donné l'ouvrage, mais pas très souvent. Et pour moi, Cellini, c'est quelque chose de tellement dément que je ne vois pas une scène actuellement, à part quelques scènes d'opéra à l'étranger immenses, je ne vois pas de lieu pour pouvoir réunir autant d'interprètes, de choristes. Nous sommes à peu près 250 sur le plateau, 100 dans l'orchestre, enfin c'est... Bon, alors je vais vous laisser continuer votre répétition, Serge Baudot, et pendant ce temps-là, je voudrais dire que c'est à la fois le festival d'une ville, Lyon, mais aussi de toute une région, qui à la fois finance ce festival, mais lui apporte aussi un don artistique. Par exemple, 600 choristes de la région Rhône-Alpes seront concernés par tout ce festival. Alors, Serge Baudot. Voilà, pendant que reprend le bal à Lyon, nous avons rendez-vous avec la météo, Philippe Dumez. Il va faire beau, je crois. Hein. Oui, je vais peut-être vous paraître me répéter un peu, mais demain il fera encore beau. Et sur notre photo satellite, nous voyons que la seule région, comme je vous l'avais dit hier, qui a été un peu nuageuse, eh bien c'est le nord-ouest de la France. Aujourd'hui, ce sera à peu près la même chose. Voyons maintenant notre carte. Après dissipation des brouillards et brumes matinales qui sont surtout présents au nord de la Seine, le temps sera relativement beau partout, à l'exception d'encore quelques nuages sur le nord de la France, un petit peu sur le nord des Alpes et également en Corse où une tendance orageuse a plutôt envie de se développer en ce moment. Du côté des températures, eh bien c'est assez simple, 21 à 26 degrés dans le nord avec une exception 28 à Strasbourg, 26-28 dans le centre, 28-29 dans le midi et la Corse avec son petit nuage qui la rafraîchit un peu,
27, mais c'est quand même déjà pas mal. Demain, le soleil se lève à 7h26 pour se coucher à 20h05 et c'est la Sainte Croix. Voilà, vous avez rendez-vous avec Hervé Claude à 23h15 et demain à 12h45 avec Bernard Langlois qui vous proposera un reportage très intéressant de Paul Naon sur Sékou Touré qui règne, je crois que c'est le cas de le dire, en Guinée depuis très longtemps et qui lui a affirmé que les 8 prisonniers qui étaient mariés à des Françaises avaient tous été exécutés. Voilà donc pour ces rendez-vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver quant à moi demain à 20h. Bonne soirée à tous.